Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Beansport et bienvenue dans la Belle Box. On est très heureux de vous retrouver comme chaque vendredi. On va passer 1 heure ensemble pour parler de toute l'actualité boxe anglaise. À mes côtés, ce soir, un invité. Il nous vient de Béziers. Il est issu d'une lignée de boxeurs. Il a même un lien avec Marcel Cerdan. Il est invaincu, champion de France des super légers. Bastien Balesta est notre invité ce soir. Bonsoir Bastien. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Merci à vous de m'accueillir. Et vous n'êtes pas arrivé les mains vides. Vous êtes venu avec votre ceinture. Est-ce qu'on peut la voir? Est-ce que vous pouvez nous la montrer? Grande fierté, j'imagine. Ouais, tout à fait. Une grande fierté. Beaucoup de sacrifices et de travail pour en avoir. Bon, maintenant, il y en a 2 à la maison. Mais c'est vrai que c'est une grande fierté, une grande joie pour moi et ma famille. Mais voilà, c'est qu'une étape. Merci en tout cas de l'avoir amené. On va voir votre fiche ensemble, Bastien. Vous êtes gaucher, invaincu également, je le disais. Champion de France au bout de 4 ans chez les professionnels. Jusqu'ici, tout va bien pour vous? Pour l'instant, tout va bien. Maintenant, c'est vrai que quand on est champion, les autres veulent être champions à notre place, veulent le devenir. Et donc, du coup, maintenant, le plus dur, c'est de le rester. Et c'est pour ça qu'il faut travailler d'autant plus dur pour le rester. Vous imaginiez des si bons débuts? C'est vrai que tout était allé très vite pour moi. Je suis passé pro à tout juste 20 ans. C'était un petit peu jeune pour mon papa. Il me disait que je n'étais pas prêt, etc. Mais finalement, tout s'est enchaîné très vite. Et puis après, vous savez, dans un premier temps, on a essayé de construire une carrière parce qu'à 20 ans, on ne peut pas avoir l'expérience, la maturité nécessaire pour affronter des adversaires. Il y a des paliers à respecter dans la boxe. Et donc aujourd'hui, on les a franchis les marches une à une. Et puis je me suis pas trop mal débrouillé, mais maintenant c'est vrai que ça se complique et c'est tant mieux parce que c'est la suite logique, on va dire. Et si ça se complique, c'est que c'est bon pour moi. Vous parlez de votre père, on y reviendra un petit peu plus tard justement. Bastien, vous êtes là, mais si vous êtes des fidèles de la Belle Box, vous aurez remarqué qu'il nous manque quelqu'un ce soir sur ce plateau, c'est Zakaria Atou. Alors il a une bonne excuse, Zakaria, il va combattre dans la nuit de samedi à dimanche face à Erickson Lubin pour une demi-finale mondiale, titre WBC à la clé, donc il y aura une finale derrière si bien sûr Zakaria venait abattre cet Américain. Zakaria est à Houston maintenant depuis 8 jours, il a été rejoint par notre confrère de la rédaction Florent Dulin. On va les retrouver un petit peu plus tard. Bastien, vous êtes un jeune boxeur avec 4 ans dans les rangs professionnels, on l'a dit. L'Amérique, combattre aux États-Unis, c'est quelque chose qui vous fait rêver? Bien entendu. On sait tous que l'Amérique, c'est la Mecque de la boxe. Et quand on est boxeur, on rêve tous un jour de pouvoir fouler le sol américain. Mais c'est vrai que ça reste un rêve. Et les rêves sont faits pour être réalisés. Donc pourquoi pas un jour... et notamment mon partenaire d'entraînement, Zakaria Atou, qui aujourd'hui va réaliser une partie de son rêve. Et j'espère qu'il réalisera la deuxième partie dans un deuxième temps après ce combat-là. Mais c'est vrai que c'est magnifique et ça donne envie. Vous l'avez déjà plus ou moins évoqué, c'est ce que j'allais vous demander. Merci pour la passe décisive. D'ailleurs, parce que vous le connaissez bien, Zakaria, parce que vous êtes venu à Paris pour l'aider à se préparer justement contre Lubin. C'est ça. Maintenant, depuis un petit peu plus d'1 an maintenant, je m'entraîne. Enfin, je vis sur Béziers, j'habite à Béziers, mais je m'entraîne en région parisienne avec les frères Alab, qui sont désormais mes entraîneurs. Et donc, je me prépare avec eux au Club des Mureaux, au BAM L'Héritage. Et c'est vrai que je côtoie Zach forcément durant mes préparations. Et il se trouve que quand j'ai défendu mon titre le 14 juin, on a fait une bonne partie de la préparation ensemble, puisque lui était en préparation pour sa demi-finale mondiale et moi pour défendre mon championnat de France. Et vu que je suis gaucher, moi aussi, donc forcément, voilà, ça a bien coïncidé. On va revenir sur le défi texan de Zakaria un petit peu plus tard, mais d'abord on va revenir à vous, Bastien. On le disait, vous n'êtes pas venu à la boxe par hasard, c'est une histoire de famille chez vous. Votre famille est originaire d'Algérie, votre grand-père a boxé là-bas et son parrain n'était autre que Marcel Cerdan. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Ouais, c'est vrai, on est une famille de pieds noirs. Ouais. Toute la famille est née là-bas, de mon grand-père, mon papa aussi, ils sont nés à Oran, en Algérie. Et il se trouve que mon arrière-grand-père, durant une rencontre interalliée pendant la guerre, on sait que Marcel Cerdan souffrait énormément des mains, c'était l'homme aux mains d'argile. Et donc, voilà, mon arrière-grand-père avait un don.
il savait masser, soigner les mains. Et en quelque sorte, il avait soulagé Marcel Cerdan durant une rencontre pendant la guerre. Et voilà. Et pour le remercier, Marcel Cerdan avait dit qu'est-ce que je peux faire pour te remercier? Et il a dit ben, ça me ferait plaisir que tu sois le parrain de mon fils, donc de mon grand-père. Donc tout Marcel Balesta qui a hérité du prénom par la même occasion. Alors bien sûr, il n'est jamais venu au baptême parce qu'à l'époque ça se faisait comme ça. Ouais. Et voilà, c'était pour la petite histoire. Ah, c'est étonnant. Votre grand-oncle a boxé aussi. Votre père Patrick, lui aussi, a été professionnel, Oui. avec notamment 2 duels contre le futur champion du monde, Railou, 2 défaites en championnat de France et d'Europe. Vous l'avez vu boxer? Moi j'étais tout petit. J'avais 1 an à son dernier combat. Pas de Donc, souvenir. mais les souvenirs en cassette à l'époque, en VHS. Mais c'est vrai que toute mon enfance, j'ai été bercé par le sport, par le noblard. J'ai grandi dans une salle de boxe. Et même si j'y suis venu plus tard, puisque j'ai commencé la boxe à l'âge de 15 ans. Donc mon père ne voulait pas que je boxe parce qu'il connaissait les difficultés. Il savait très bien dans quoi il fallait que je m'engage. C'est un sport difficile, il faut s'investir pleinement à 100%. Et voilà, donc il voulait peut-être autre chose pour son fils. Et moi, vous savez, quand vous avez 15 ans, j'ai fait du foot, j'ai fait du rugby, mais vous voulez aller un peu contre la vie de vos parents. Et donc moi, je voulais prouver aussi que j'étais capable. Parce que la boxe, ça nous révèle. Et voilà. Et c'est plus il me disait, je te vois pas boxeur. Et moi, je me disais, je vais être boxeur. Et voilà. Aujourd'hui, de fil en aiguille. Alors au départ, c'était peut-être pour prouver. Et puis après, je me suis pris au jeu. 1 compétition, 2 compétitions. Et puis voilà. L'appétit vient en mangeant. Et à 15 ans, vous l'avez dit, finalement, vous lassez les gants. Comment il le prend? Au départ, c'est vrai que c'était Jean-Di Battista qui m'a entraîné. Il m'a dit, voilà, je veux te laisser faire. Il voulait voir un petit peu ce que j'avais dans le ventre. Souvent, c'était, tu vas prendre 2-3 calbottes et tu vas revenir en pleurant à la C'est une maison. petite claque derrière la tête, C'est la ça, calbotte, on une calbotte, explique, c'est pour ça, ceux ouais. qui connaissent pas l'expression. Et tu vas prendre une calbotte, tu vas revenir à la maison en pleurant. et plus il me disait ça, plus justement, ça me donnait cette envie. Et ça m'a révélé, la boxe m'a révélé parce que je suis quelqu'un de calme dans la vie de tous les jours. Et voilà, j'ai pris confiance en moi, ça m'a aidé énormément. Et aujourd'hui, ça me réussit plutôt bien. Donc j'espère que ça va continuer le plus longtemps possible. Alors, il n'y avait pas d'obligation de pratiquer la boxe chez vous, mais par contre, il y avait quand même plus ou moins l'obligation de faire du sport. Le sport était très présent chez vous. On va parler de votre père, puisqu'après sa carrière, il devient moniteur de sport en milieu carcéral, puis passe beaucoup de diplômes, dont un master UFR STAPS. Il est recruté comme préparateur physique au club de rugby de Béziers, puis à Montpellier. Il devient préparateur physique de Richard Gasquet. Puis ces 2 dernières années, il a préparé l'AS Béziers, club de Ligue 2 également. Il est très, très occupé. Oui, c'est vrai qu'il a un emploi du temps de ministre. Hein. Mais voilà, aujourd'hui, mon père, il est reconnu pour ce qu'il est, pour ses valeurs, déjà d'une par son savoir-faire, puisque c'est un passionné, un très grand passionné, et il aime se cultiver, il aime être toujours à la pointe de la recherche, et ça, c'est vraiment un exemple pour moi, autant dans son travail que dans ses valeurs d'homme, puisqu'il est aimé, parce que voilà, c'est une belle personne, et aujourd'hui, je suis très fier de pouvoir l'avoir comme papa. Et puis, c'est une belle histoire qu'on peut vivre en même temps. Alors, vous l'avez dit, vous vous entraînez sur Paris quand vous avez des combats à préparer, Oui. mais vous profitez aussi un petit peu du fait qu'il soit préparateur physique pour en faire un petit peu aussi avec lui avant de monter sur Paris. Il a été votre entraîneur, votre père, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Il n'a pas de problème à préparer les autres, mais lorsqu'il s'agit de son fils, il disait manquer de recul, vivre trop d'émotions. Ben oui, c'est vrai. Aujourd'hui, je ne peux pas le dire parce que je n'ai pas d'enfant. Mais on peut le vivre que si on a des enfants. Et c'est vrai que dans la boxe, il y a beaucoup d'histoires de famille. Et pour mon père, au fur et à mesure, au fil des années, ça a été plus compliqué pour lui parce que voilà, il n'arrivait plus à avoir le recul, les bons mots. Vous savez que votre fils, il prend des coups, c'est pas anodin, c'est pas banal. Donc lui, il voulait tout simplement se sortir un petit peu de ça. Et donc il m'a confié dans les mains des frères Alab. Il m'a dit, voilà, là-bas, tu seras entre de bonnes mains. Et alors bien sûr, il est toujours présent. Je m'entraîne avec lui parce que je peux pas être... J'ai un travail à Béziers, je travaille dans la communauté d'agglo de ma ville. Et donc j'ai un emploi aménagé qui me permet de m'entraîner 2 fois par jour.
Et donc, je travaille. Je fais première partie de ma préparation à Béziers, chez moi, avec mon papa. Et puis, tout ce qui va être les mises de gants, eh ben, tout ça, ça vient dans un deuxième temps et ça se continue au Muro avec les frères Alab. Alors, vous laissez les gants à 15 ans, donc votre père, il n'est pas forcément super chaud, mais il vous laisse faire quand même. Et vous décidez de passer pro. Alors là, il est peut-être encore un petit peu moins enthousiaste. Il pense que vous n'êtes pas prêt pour les pros. Il appelle ce milieu un milieu de prédateurs. Comment vous avez réussi à le convaincre? Ben, disons que ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait naturellement parce que, vous savez, quand vous êtes amateur, moi, mon objectif, quand j'ai commencé la boxe, c'était de boxer, de prendre du plaisir. Il me disait toujours, il faut prendre du plaisir. Donc, je prenais du plaisir. Et puis ensuite, c'était gagner, puisque en tant que compétiteur, vous voulez toujours gagner. Et une fois que ça a été gagné, ça a été se fixer des nouveaux objectifs. Donc, mon objectif, c'était c'était mon rêve, mon objectif, d'aller en équipe de France. J'ai réussi au fil des combats à faire quelques stages en équipe de France, dont une sélection en équipe de France. Et puis quand vous êtes en équipe de France, vous voulez faire des tournois, vous voulez faire des sorties internationales. Et donc au championnat de France, à mes derniers championnats de France seniors, je me suis cassé la main. Voilà, je me suis dit, le but des championnats en amateur, c'est de faire les championnats. Ouais. Et si vous cassez la main, il faut attendre un an. Et c'est toujours pareil et c'est répétitif. Donc forcément, on arrivait au bout d'un cycle. Je n'étais pas le numéro 1, je n'étais pas le meilleur dans ma catégorie. Donc la route, elle était barrée pour moi. Il aurait fallu que j'attende peut-être un nouveau cycle. Et je n'avais pas de temps à perdre. Donc j'ai dit, c'est peut-être le bon moment de passer pro, d'y aller crescendo, d'aller étape par étape, ce qu'on a fait. Plutôt bien pour l'instant. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. On va revenir, Bastien, sur votre carrière, mais on va marquer une petite pause dans cette émission. Est-ce que vous êtes un gros consommateur de boxe? Est-ce que vous vous levez la nuit pour regarder les combats? Un petit peu. C'est vrai, Un ouais. petit peu, Ça dépend de l'affiche. Ça dépend de l'affiche. Bon, la semaine dernière, on avait Vincent Legrand qui était invité avec nous, l'ancien champion d'Europe des poids mouches. On a vécu une très très belle soirée. C'était du côté d'Indio en Californie, avec en tête d'affiche l'Américain Andrew Cancio, qui en février dernier avait créé une grosse surprise. Il avait remporté le titre WBA des super plumes face à Alberto Machado, qui était jusqu'alors invaincu. Les deux hommes se retrouvaient. Je propose de revoir les meilleurs moments de ce combat entre Cancio et Machado. Et voilà pour cette nouvelle victoire d'Andrew Cancio face à Machado. On va suivre, bien sûr, on va continuer de suivre ce boxeur sur Beansport. Très, très, très intéressant. Sachez d'ailleurs que 2 jours après ce combat, Bastien, Andrew Cancio a retrouvé son travail qui consiste à poser des canalisations de gaz. C'était encore le cas une semaine avant son combat. Il avait continué de travailler, même si ses collègues lui avaient un petit peu aménagé quand même la semaine. Vous aussi, Bastien, vous êtes boxeur professionnel, mais vous n'en vivez pas. Vous avez donc un travail. Avant, vous étiez éboueur, vous ne l'êtes plus depuis peu. Vous travaillez toujours, par contre, avec la ville de Béziers, c'est bien ça? Avec la communauté d'Aglo. La communauté d'Aglo. Qu'est-ce que vous faites précisément? Depuis depuis peu, ça fait un petit peu plus d'un mois. Ouais. Avant mon deuxième championnat de France, voilà, j'ai intégré le service de la cohésion sociale et de la politique de la ville. Donc voilà, avant j'étais éboueur et c'est vrai que ça me parle. C'est des métiers pas évidents. Mais je pense que c'était. On se lève tôt le matin déjà. On se lève tôt le matin, mais ça m'allait bien puisque ça me permettait de m'entraîner matin et soir. Et c'est vrai que quand on est sportif professionnel et quand on prépare un combat, on a besoin de s'entraîner bi-quotidiennement. Et ça m'allait bien. Mais bon, c'est vrai que c'était un petit peu fatigant en pleine préparation. Et puis aujourd'hui, grâce à mon travail, mes titres, et grâce à mon employeur, la communauté d'Aglo de Béziers, ils m'ont permis d'avoir un nouveau poste. Voilà, avec des horaires aménagés et je peux toujours m'entraîner matin et soir. Et c'est vrai qu'on gagne beaucoup dans mon rythme de vie, c'est différent. Mais ceci étant, ça a été une très belle expérience pour moi, une expérience de la vie intéressante. Ramasser les poubelles, c'est pas tout le monde qui le fait. Et puis ça me permettait de... Vous savez, quand j'ai été champion de France pour la première fois, le samedi soir, j'étais en direct sur la télé. Le lundi matin, à 6 h, j'étais derrière mon camion. Et je crois que ça forge un homme. Et j'en suis très fier. Lorsque vous passez pro, pour revenir au début de votre carrière, il y a ce combat nul en 4 rounds. Est-ce que vous vous êtes posé des questions le soir même? Est-ce que vous vous êtes dit, c'est peut-être pas fait pour moi? Tout à fait. On s'est posé des questions. Tout d'abord, je faisais des études pour devenir éducateur spécialisé.
Et puis c'est vrai que je travaillais en même temps, donc j'étais en alternance. Et j'avais un boulot qui n'était pas vraiment compatible avec mon sport. Et on pensait que, vous savez, vous êtes jeune, vous êtes naïf, vous pensez que rien ne peut vous arrêter et que vous pouvez tout mener de front. Mais au final, voilà, ça a été un match nul. Ça a été un match nul, je dirais, très serré, limite. Ouais. Mais bon, voilà, ça a été au final un mal pour un bien parce qu'on en a. Dans la victoire comme dans la défaite, il faut être capable d'en tirer les conclusions. Aujourd'hui, si aujourd'hui ça passe, il ne faut pas s'arrêter à seulement la victoire. Il faut voir tout ce qu'il y a, tout le contenu qu'il y a autour. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on arrive à s'en sortir parce que je pense qu'on a une analyse qui est assez bonne, je pense. Et puis ça me sert pour tous les jours. On va continuer, Bastien, d'évoquer votre carrière, mais avant, on va retrouver notre envoyé spécial à Houston, Florent Dulin, qui est parti suivre Zakaria Atou face à Zakaria Eriksson Lubin, le marteau, comme on le surnomme, 23 ans, 20 victoires, dont 15 par KO, pour une unique défaite subie lors de sa seule chance mondiale. Alors, si Zakaria sera déterminé à 37 ans pour décrocher une chance mondiale, Lubin, on le rappelle, élu espoir de l'année en 2016, lui, veut relancer sa carrière à 23 ans. Voilà pour ce combat de Jermall Charlo face à Brandon Adams. Ce sera bien évidemment à suivre sur beIN Sport à partir de 2h55 dans la nuit de samedi à dimanche. Nous, on va marquer une petite pause et on va bien sûr juste après continuer à parler avec vous, Bastien, de votre carrière. Et on vous écoutera également pour votre grande première aux commentaires. Ça s'est bien passé d'ailleurs. Très bien. Ça vous a plu? C'était génial. Bon, on verra ça juste après. Ce sera un combat entre Willy Monroe Jr. et Hugo Centeno. Une petite pause et on se retrouve en compagnie de Bastien Balesta avec un petit combat à regarder ensemble. À tout de suite. De retour sur beIN Sport dans la belle box avec notre invité Bastien Balesta, champion de France des super légers, invaincu en 20 combats. Bastien, Zakaria Atou n'est pas là, on l'a dit, il est du côté de Houston, au Texas, pour son combat face à Eriksson Lubin. Et du coup, vu qu'il n'était pas là, eh bien, vous avez proposé à vous de commenter un combat, un affrontement de poids moyen entre les Américains Willy Monroe Jr. et Hugo Centeno Jr., des fils d'eux. Donc voilà, on va partir du côté de San Jacinto en Californie pour voir les meilleurs moments en compagnie de Bastien Balesta. Voilà pour cette victoire de Willy Monroe. On se retrouve donc avec Bastien Balesta, champion de France des super légers. On va parler de ce titre justement, Bastien. Vous avez la ceinture juste à côté de vous. Ce titre, vous l'avez conquis en mars dernier dans des circonstances un petit peu spéciales. On va rappeler ce qui s'est passé. Ce n'est pas de votre faute, ni de celle de votre adversaire, Yves Mesny, car tous les boxeurs méritent le respect. Mais on peut s'interroger tout de même sur le rôle de la Ligue professionnelle. Parce que Yves Mesny, c'était 4 victoires pour 13 défaites, un combat nul. Il n'avait pas gagné depuis 2012. Il restait sur 10 défaites. Est-ce que ça assombrit votre titre, votre conquête de titre national? C'est vrai que ce combat était particulièrement compliqué pour moi, mais compliqué dans beaucoup de termes, puisque 48 heures avant, déjà initialement, je devais rencontrer le champion en titre. Oui. Donc je m'étais préparé pour le rencontrer. Et vous savez que quand vous voulez détrôner un champion, il y a une excitation particulière. Et j'avais vraiment envie. Ensuite, il a abandonné sa ceinture. Donc, on m'a désigné... Avant le combat, bien sûr. Oui, il a abandonné sa ceinture. On m'a désigné un nouveau challenger. Ce nouveau challenger, donc je me suis préparé, qui était en principe plus grand que moi et droitier, se désiste 72 heures avant le combat. Et là, ça a été vraiment, je pense, les 72 heures les plus difficiles dans ma carrière de boxeur à vivre. C'était bien plus dur que tous les combats que j'avais fait jusqu'à présent parce que je m'étais préparé depuis des semaines et des semaines, comme on prépare mon premier titre national, et j'avais vraiment envie. Ce titre, c'était un rêve. Et donc, je m'étais préparé en conséquence. Et là, à 72 heures du combat, on vous dit vous n'allez plus boxer. Enfin, déjà, préparé pour boxer un grand droitier et pour se retrouver finalement face à un petit gaucher. C'est ça. Et au final, les adversaires ça a été le jeu des choses musicales jusqu'à qui est Yves Mesny qui a répondu présent. Et c'est vrai que voilà, ça a été riche d'enseignements pour moi parce que ça ne se produit pas tous les jours dans une carrière. Vous ne savez pas, à 72 heures, il y a eu peut-être 4 ou 5 boxeurs qui ont défilé, qui ont changé. Oui, non, je ne savais plus. Je n'avais même plus envie de boxer. Et au final, je me suis retrouvé un petit peu peut-être spectateur de l'événement et j'ai pas fait le combat et j'ai pas eu vraiment la saveur de cette victoire que j'attendais. J'étais déçu à la fin de mon combat, j'étais déçu par la tournure des événements mais bon,
c'était une étape. Et voilà, le principal, c'est maintenant à tête reposée, c'est que la ceinture elle soit là. Et puis maintenant, je l'ai défendue. Donc, contre mon challenger officiel, c'est la Fédé qui nous l'impose. Donc voilà, là, on ne peut rien dire et j'ai montré que je méritais cette ceinture. Et justement, cette défense, on va en parler. C'était le 14 juin dernier, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, face à un Strasbourgeois, Oushang-Habib. Victoire au point, 1300 spectateurs à Servian. C'est une grosse affluence pour un championnat de France. Vous avez beaucoup de fans dans votre région qui vous suivent du côté de Béziers? C'est vrai que j'ai du monde qui me suit, Ouais. j'ai du monde qui me soutient. Avant tout, mes premiers supporters sont ma famille. C'est vrai que sans eux, voilà, je ne ferai rien de tout ça parce qu'ils sont là à chaque fois, à chaque déplacement, que ce soit peu importe le lieu. Et c'est une force terrible pour moi et c'est mes premiers supporters et c'est magnifique de pouvoir partager, communier ensemble à chaque combat. Et dans ma ville, j'ai mes supporters aussi qui font le déplacement et c'est vraiment bien. Comment vous voyez la saison qui s'annonce pour vous? Est-ce que vous avez envie de continuer de défendre cette ceinture ou passer à autre chose? Non, pour l'instant, je suis jeune. Je vais sur mes 25 ans cet été. Et donc, il faut pas, on va rester dans la même ligne de conduite qu'on s'était fixé depuis mes débuts chez les pros. Voilà, on s'est dit, on va y aller marche par marche, marche après marche. Et donc, on va continuer ainsi. Aujourd'hui, je vais avoir un nouveau challenger qui va être désigné par la fédération. Je vais l'affronter. Ensuite, j'espère que je vais pouvoir conserver mon titre. Et si j'arrive à le conserver, eh ben, je prendrai ensuite mon challenger suivant. Et quand on estimera que je serai prêt à aller à l'étage au-dessus, eh ben, là, nous irons. Et bien sûr, c'est mon objectif. Je mentirais si je dirais que je veux pas être champion de l'Union européenne, d'Europe. Mais je crois qu'il faut Prendre le temps. Il faut prendre le temps. Super léger, c'est une catégorie où vous vous sentez bien, vous n'avez pas de mal à faire le poids? Je fais le poids. Je fais le poids. Voilà, oui, c'est comme tous les boxeurs. Ouais. Mais tant que je pourrai le faire, je le ferai. Et pour l'instant, j'y arrive plutôt bien. C'est vrai que ça demande une hygiène de vie très stricte et un régime diététique vraiment très sévère. Mais je le fais et ça fait partie de la préparation. Donc oui. C'est pas dans votre intention de monter en poids lourd? Non, du tout. Vous n'allez pas affronter pour Tyson? l'instant. Vous n'avez pas l'intention d'affronter Tyson Fury, par exemple? Tyson Fury? Non, non. Vous avez rencontré? Je l'ai rencontré, j'ai pris un selfie avec lui. C'est une belle Et rencontre. ça s'arrête là. Tyson Fury, et puis il y aura également le 13 juillet, il y aura un beau combat à suivre. C'est Daniel Gorman qui sera face à Daniel Dubois. Alors c'est qu'un championnat d'Angleterre des poids lourds, mais qui déchaîne les passions véritablement chez nos amis britanniques. Ce sera à l'O2 Arena, devant 22 000 personnes. Dubois, c'est 11 victoires, c'est 10 KO. Nouvelle terreur de la catégorie. Daniel Gorman, lui, pense avoir en tout cas le style nécessaire pour le battre. On va regarder une petite bande-annonce. On retrouvera d'ailleurs la semaine prochaine sur ce plateau, ici dans la Belle Box. Merci beaucoup, en tout cas Bastien, d'avoir été avec nous. Vous avez passé un bon moment? Très très bon moment. Merci à vous de m'avoir accueilli. Et je me suis régalé. Vous avez commenté, ça vous a plu? Vous avez une petite présence en plateau, ça vous a plu également? C'était génial. On pourra revenir alors. Avec grand plaisir. J'espère que les résultats suivront et que je reviendrai. Vous aviez un petit mot, je crois, pour votre club? Ouais, je remercie tous mes partenaires et tous ceux qui m'entourent. Et aussi mon club où je suis licencié, l'Esprit Box Marossan, avec Patrice et Delphine Guidoni qui m'accompagnent et qui font tout pour me mettre dans les meilleures conditions. Je remercie tout le monde. Eh Voilà. ben, écoutez, le message est passé. On vous souhaite le meilleur, bien évidemment, Bastien, pour la suite de votre carrière, avec cette belle ceinture à vos côtés. Nous, il ne nous reste plus qu'à remercier Dominique Fass à la réalisation de cette émission, Charlène Roch à la production, Olivier Cocatrix à l'édition et Alex Brizou du côté du montage. Merci à tous. On vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau Label Box. Et n'oubliez pas, dans la nuit de samedi à dimanche, pour la grande soirée, le grand combat de Zakaria Atou face à Erickson Lubin. 2h55, le rendez-vous est donné. Salut à tous.